Le journal d'une femme de chambre, chapitre 10. 3 novembre. Rien ne me fait plaisir comme de retrouver dans les journaux le nom d'une personne chez qui j'ai servi. Ce plaisir, je l'ai éprouvé ce matin, plus vif que jamais, en apprenant par le petit journal que Victor Charigot venait de publier un nouveau livre qui a beaucoup de succès et dont tout le monde parle avec admiration. Ce livre s'intitule « De 5 à 7 » et il fait scandale dans le bon sens. C'est, dit l'article, une suite d'études mondaines, brillantes et cinglantes, qui, sous leur légèreté, cachent une philosophie profonde. Oui, compte là-dessus. En même temps que de son talent, on loue fort Victor Charigot de son élégance, de ses relations distinguées, de son salon. Ah, parlons-en de son salon. Durant 8 mois, j'ai été femme de chambre chez les Charigot, et je crois bien que je n'ai jamais rencontré de pareils mufles. Dieu sait, pourtant... Tout le monde connaît de nom Victor Charigot. Il a déjà publié une suite de livres à tapage. Leur jartelle, Comment elles dorment, Les bigoudis sentimentaux, Colibris et perroquets sont parmi les plus célèbres. C'est un homme d'infiniment d'esprit, un écrivain d'infiniment de talent, et dont le malheur a été que le succès lui arriva trop vite avec la fortune. Ses débuts donnèrent les plus grandes espérances. Chacun était frappé de ses fortes qualités d'observation, de ses dons puissants de satire, de son implacable et juste ironie qui pénétrait si avant dans le ridicule humain. Un esprit averti et libre, pour qui les conventions mondaines n'étaient que mensonges et servilité, une âme généreuse et clairvoyante, qui, au lieu de se courber sous l'humiliant niveau du préjugé, dirigeait bravement ses impulsions vers un idéal social, élevé et pur. Du moins, c'est ainsi que me parla de Victor Charigot, un peintre de ses amis, qui était toqué de moi, que j'allais voir quelquefois, et de qui je tiens les jugements qui précèdent et les détails qui vont suivre sur la littérature et la vie de cet homme illustre. Parmi les ridicules si durement flagellés par lui, Charigot avait surtout choisi le ridicule du snobisme. En sa conversation verveuse et nourrie de faits, plus encore que dans ses livres, il en notait le caractère de lâcheté morale, de dessèchement intellectuel, avec une âpre précision dans le pittoresque, une large et rude philosophie et des mots aigus, profonds, terribles, qui, recueillis par les uns, colportés par les autres, se répétaient aux quatre coins de Paris et devenaient en quelque sorte classiques tout de suite. On pourrait faire toute une étonnante psychologie du snobisme, avec les impressions, les traits, les profils serrés, les silhouettes étrangement dessinées et vivantes que son originalité renouvelait et prodiguait sans jamais se lasser. Il semble donc que si quelqu'un devait échapper à cette sorte d'influenza morale qui sévit si fort dans les salons, ce fut Victor Charigot, mieux que tout autre préservé de la contagion par cet admirable antiseptique, l'ironie. Mais l'homme n'est que surprise, contradiction, incohérence et folie. À peine eut-il senti passer les premières caresses du succès que le snob qui était en lui, et c'est pour cela qu'il les peignait avec une telle force d'expression, se révéla, explosa, pourrait-on dire, comme un engin qui vient de recevoir la secousse électrique. Il commença par lâcher ses amis, devenus encombrants ou compromettants, ne gardant que ceux qui, les uns par leur talent accepté, les autres par leur situation dans la presse, pouvaient lui être utiles et entretenir de leur persistante réclame sa jeune renommée. En même temps, il fit de la toilette et de la mode une de ses préoccupations les plus acharnées. On le vit avec des redingotes d'un philippisme audacieux, des cols et des cravates d'un 1830 exagéré,
des gilets de velours d'un galbe irrésistible, des bijoux affichants, et il sortit d'étuis en métal incrustés de pierres trop précieuses, des cigarettes somptueusement roulées dans des papiers d'or. Mais lourd de membres, gauche de gestes, avec des emmanchements épais et des articulations canailles, il conservait malgré tout l'allure massive des paysans d'Auvergne, ses compatriotes. Trop neuf dans une trop soudaine élégance, où il se sentait dépaysé, il avait beau s'étudier et étudier les plus parfaits modèles du chic parisien, il ne parvenait pas à acquérir cette aisance, cette ligne souple, fine et droite qu'il enviait avec quelle violente haine aux jeunes élégants des clubs, des courses, des théâtres et des restaurants. Il s'étonna, car après tout, il n'avait que des fournisseurs de choix, les plus illustres tailleurs, de mémorables chemisiers. Et quel bottier! Quel bottier! En s'examinant dans la glace, il s'injuriait avec désespoir. J'ai beau sur mes habits multiplier velours, moire et satin, j'ai toujours l'air d'un mufle. Il y a là quelque chose qui n'est pas naturel. Quant à madame Charigot, jusque-là, simple et mise avec un goût discret, elle arbora, elle aussi, des toilettes éclatantes, fracassantes, des cheveux trop rouges, des bijoux trop gros, des soies trop riches, des airs de reine de lavoir, des majestés d'impératrice de Mardi Gras. On s'en moquait beaucoup, et parfois cruellement. Les camarades, à la fois humiliés et réjouis de tant de luxe et de mauvais goût, se vengeaient en disant plaisamment de ce pauvre Victor Charigot « Vraiment, il n'a pas de chance pour un ironiste !» Grâce à d'heureuses démarches, d'incessantes diplomaties et de plus incessantes platitudes, il fut reçu dans ce qu'ils appelaient eux aussi le vrai monde, chez des banquiers israélites, des ducs du Venezuela, des archiducs en état de vagabondage et chez de très vieilles dames, folles de littérature, de proxénétisme et d'académie. Ils ne pensèrent plus qu'à cultiver et à développer ces relations nouvelles, à en acquérir d'autres, plus enviables et plus difficiles, d'autres et toujours d'autres. Un jour, pour se dégager d'une invitation qu'il avait maladroitement acceptée chez un ami sans éclat, mais qu'il tenait encore à ménager, Charigot lui écrivit la lettre suivante. « Mon cher vieux, nous sommes désolés. Excuse-nous de te manquer de parole pour lundi, mais nous venons de recevoir précisément pour ce jour-là une invitation à dîner chez les Rothschild. C'est la première. Tu comprends que nous ne pouvons pas la refuser. Ce serait un désastre. Heureusement, je connais ton cœur. Loin de nous en vouloir, je suis sûre que tu partageras notre joie et notre fierté. » Un autre jour, il racontait l'achat qu'il venait de faire d'une villa à Deauville. Je ne sais en vérité pour qui ils nous prenaient, ces gens-là. Ils nous prenaient sans doute pour des journalistes, pour des bohèmes, mais je leur ai fait voir que j'avais un notaire. Peu à peu, il élimina tout ce qui lui restait des amis de sa jeunesse, ces amis dont la seule présence chez lui était un constat et désobligeant rappel au passé et l'aveu de cette tare, de cette infériorité sociale, la littérature et le travail. Et il s'ingénia aussi à éteindre les flammes qui parfois s'allumaient en son cerveau, à étouffer définitivement dans le respect ce maudit esprit dont il s'effrayait de sentir, à de certains jours, les brusques reviviscences et qu'il croyait mort à jamais. Puis il ne lui suffit plus d'être reçu chez les autres. Il voulut à son tour recevoir les autres chez lui. L'inauguration d'un petit hôtel qu'il venait d'acheter dans Auteuil pouvait être le prétexte d'un dîner. J'arrivai dans la maison au moment où les Charigot avaient résolu qu'ils donneraient enfin ce dîner. Non pas un de ces dîners intimes, gais et sans pause, comme ils en avaient l'habitude, et qui durant quelques années avaient fait leur maison si charmante, mais un dîner vraiment élégant, vraiment solennel, un dîner guindé et glacé,
un dîner sélect où seraient cérémonieusement priés avec quelques correctes célébrités de la littérature et de l'art, quelques personnalités mondaines, pas trop difficiles, pas trop régulières non plus, mais suffisamment décoratives pour qu'un peu de leur éclat rejaillisse sur eux. Car le difficile, disait Victor Charigot, ce n'est pas de dîner en ville, c'est de donner à dîner chez soi. Après avoir longuement réfléchi à ce projet, Victor Charigot proposa. Eh bien voilà, je crois que nous pouvons avoir tout d'abord que des femmes divorcées, avec leurs amants. Il faut bien commencer par quelque chose. Il y en a de fort sortables, et que les journaux les plus catholiques citent avec admiration. Plus tard, quand nos relations seront devenues plus choisies et plus étendues, eh bien nous les sèmerons les divorcés. C'est juste, approuva madame Charigot. Pour le moment, l'important est d'avoir ce qu'il y a de mieux dans le divorce. Enfin, on a beau dire, le divorce, c'est une situation. Il a au moins ce mérite qu'il supprime l'adultère, ricana Charigot. L'adultère, c'est si vieux jeu. Il n'y a plus que l'ami Bourget pour croire à l'adultère chrétien et au meuble anglais. À quoi madame Charigot répliqua sur un ton d'agacement nerveux. Que tu es assommant avec tes mots d'esprit et tes méchancetés. Tu verras que nous ne pourrons jamais, à cause de cela, nous faire un salon comme il faut. Et elle ajouta. Si tu veux devenir vraiment un homme du monde, apprends d'abord à être un imbécile ou à te taire. On fit, défit et refit une liste d'invités qui, après de laborieuses combinaisons, se trouva arrêtée comme suit. La comtesse Fergus, divorcée, et son ami, l'économiste et député Joseph Brigard. La baronne Henri Gogstein, divorcée, et son ami le poète Theo Cramp. La baronne Otto Bunsingen et son ami le vicomte Lahiret, clubman, sportman, joueur et tricheur. Madame de Rambure, divorcée, et son amie madame Tiercelet en instance de divorce. Sir Harry Camberley, musicien symboliste, fervent pédéraste, et son jeune ami Lucien Sartori, beau comme une femme, souple comme un gant de peau de Suède, mince et blond comme un cigare. Les deux académiciens Joseph Dupont de la Brie, numismate obscène, et Isidore Durand de la Marne, mémorialiste galant dans l'intimité et sinologue sévère à l'Institut. Le portraitiste Jacques Rigaud, le romancier psychologue Maurice Fernancourt, le chroniqueur mondain Poult Dessois. Les invitations furent lancées et grâce à d'actives entremises acceptées toutes. Seule la comtesse Fergus hésita. « Les Charigot, dit-elle, est-ce vraiment une maison convenable? Lui, n'a-t-il pas fait tous les métiers à Montmartre autrefois? Ne raconte-t-on pas qu'il vendait des photographies obscènes pour lesquelles il avait posé avec des avantages en plâtre? Et elle, ne courait-il pas de fâcheuses histoires sur son compte? N'a-t-elle pas eu des aventures assez vulgaires avant son mariage? Ne dit-on point qu'elle a été modèle, qu'elle a posé l'ensemble? Quelle horreur! Une femme qui se mettait toute nue devant des hommes, qui n'étaient même pas ses amants. Finalement, elle accepta l'invitation quand on lui eut affirmé que madame Charigot n'avait posé que la tête et que Charigot, très vindicatif, serait bien capable de la déshonorer dans un de ses livres et que Kimberley viendrait à ce dîner. Ah, du moment que Kimberley avait promis de venir, Kimberley, un si parfait gentleman, et si délicat et si charmant, tellement charmant. Les Charigot furent mis au courant de ses négociations et de ses scrupules. Loin de s'en formaliser, ils se félicitèrent qu'on eût mené à bien les unes et vaincu les autres. Il ne s'agissait plus maintenant que de se surveiller, et comme disait madame Charigot, de se comporter en véritables gens du monde. Ce dîner si merveilleusement préparé et combiné, si habilement négocié, c'était vraiment leur première manifestation dans le nouvel avatar de leur destinée élégante.
égoïstes de leurs ambitions mondaines. Il fallait donc que ce fût épatant. 8 jours avant, tout était sans dessus dessous dans la maison. Il fallut en quelque sorte remettre à neuf l'appartement et que rien n'y clochât. On essaya des combinaisons de lumière et des décorations de table afin de ne pas être embarrassés au dernier moment. À ce propos, M. et Mme Charigot se querellèrent comme des portefaix, car ils n'avaient pas les mêmes idées, et leur esthétique différait sur tous les points. Elle inclinant à des arrangements sentimentaux, lui voulant que ce fût sévère et artiste. « C'est idiot !» criait Charigot. « Ils croiront être chez une grisette. Ah, ce qu'ils vont se payer nos têtes !»« Je te conseille de parler !» répliquait madame Charigot, arrivée au paroxysme de la nervosité. « Tu es bien resté le même qu'autrefois, un sale voyou de brasserie. Et puis j'en ai assez, j'en ai plein le dos. » Eh bien c'est ça, divorçons mon petit loup, divorçons. Au moins de cette façon nous compléterons la série et nous ne ferons pas tâche parmi nos invités. On s'aperçut aussi que l'argenterie manquerait, qu'il manquerait de la vaisselle et des cristaux. Ils durent en louer, et louer des chaises également, car ils n'en avaient que 15. Encore étaient-elles dépareillées. Enfin, le menu fut commandé à l'un des grands restaurateurs du boulevard. « Que ce soit ultra chic !» recommanda madame Charigot, « et qu'on ne reconnaisse rien de ce qu'on servira. Des émincés de crevettes, des côtelettes de foie gras, des gibiers comme des jambons comme des gâteaux, des truffes en mousse et des purées en branches, des cerises carrées et des pêches en spirale. Enfin, tout ce qu'il y a de plus chic. »« Soyez tranquille, affirma le restaurateur. Je sais si bien déguiser les choses que je mets au défi quiconque de savoir ce qu'il mange. C'est une spécialité de la maison. » Enfin, le grand jour arriva. Monsieur se leva de bonne heure, inquiet, nerveux, agité. Madame, qui n'avait pu dormir de toute la nuit, fatiguée par les courses de la veille, par les préparatifs de toutes sortes, ne tint pas en place. 5 ou 6 fois le front plissé, haletante, trépidante, et si lasse qu'elle avait, disait-elle, le ventre dans les talons, elle passa la dernière revue de l'hôtel, dérangea et remit sans raison des bibelots et des meubles, alla d'une pièce dans l'autre, sans savoir pourquoi, et comme si elle eût été folle. Elle tremblait que les cuisiniers ne vinssent pas, que le fleuriste manquât de parole, et que les invités ne fussent point placés à table selon la stricte étiquette. Monsieur la suivait partout, vêtu seulement d'un caleçon de soie rose, approuvant ci, critiquant là. « J'y repense, disait-il. Quelle drôle d'idée tu as eue de commander des centaurés pour la décoration de la table. Je t'assure que le bleu en devient noir à la lumière. Et puis les centaurés, après tout, ça n'est que des simples bleuets. Nous aurons l'air d'aller cueillir des bleuets dans les blés. »« Ah, des bleuets, que tu es agaçant !»« Mais oui, des bleuets. Et les bleuets, Kimberley l'a fort bien dit l'autre soir chez les Rothschild, ça n'est pas une fleur du monde. Pourquoi pas aussi des coquelicots ?»« Laisse-moi tranquille, répondait madame. Tu me fais perdre la tête avec toutes tes observations stupides. C'est bien le moment, en vrai. » Et monsieur s'obstinait. « Bon, tu verras. Pourvu, mon Dieu, que tout se passe à peu près bien, sans trop d'accidents, sans trop d'accros. Je ne savais pas que d'être des gens du monde, ce fût une chose si difficile, si fatigante et si compliquée. Peut-être aurions-nous dû rester à de simples voyous. » Et madame grinçait. « Parbleu, je vois bien que cela ne te changera pas. Tu ne fais guère honneur à une femme. » Comme il me trouvait jolie et fort élégante, mes maîtres m'avaient distribué aussi un rôle important dans cette comédie. Je devais d'abord présider le vestiaire et ensuite aider ou plutôt surveiller les 4 maîtres d'hôtel, 4 grands lascars à favoris immenses, choisis dans plusieurs bureaux de placement pour servir cet extraordinaire dîner. D'abord, tout alla bien. Il y eut cependant une alerte. À 9h moins un quart, la comtesse Fergus n'était pas encore arrivée. Si elle avait changé d'avis et résolu au dernier moment de ne pas venir. Quelle humiliation! Quel désastre! Les Charigot faisaient des tests consternés. Joseph Brigard les rassura.
C'était le jour où la comtesse présidait son œuvre admirable des bouts de cigare pour les armées de terre et de mer. Les séances, parfois, finissaient très tard. « Quelle femme charmante !» s'extasiait Madame Charigot, comme si cet éloge eût le pouvoir magique d'accélérer la venue de cette sale comtesse que dans le fond de son âme elle maudissait. « Et quel cerveau !» surenchérissait Charigot, en proie au même sentiment. « L'autre jour, chez les Rothschild, j'ai eu cette sensation qu'il fallait remonter au siècle dernier pour retrouver une si parfaite grâce et une telle supériorité. » Et encore, surabondait Joseph Brigard. Voyez-vous, mon cher monsieur Charigot, dans les sociétés égalitaires et démocratiques, il allait débiter un de ces discours mi-galants, mi-sociologiques qu'il aimait à colporter de salon en salon lorsque la comtesse Fergus entra, imposante, majestueuse, dans une toilette noire brodée de jais d'acier qui faisait valoir la blancheur grasse et la molle beauté de ses épaules. Et ce fut dans un murmure, dans un chuchotement d'admiration que l'on gagna cérémonieusement la salle à manger. Le commencement du dîner fut assez froid. Malgré son succès, peut-être même à cause de son succès, la comtesse Fergus se montra un peu hautaine, du moins trop réservée. Il semblait qu'elle affectât d'avoir condescendu jusqu'à honorer de sa présence l'humble maison de ces petites gens. Charigot crut remarquer qu'elle examinait avec une moue discrètement, mais visiblement méprisante, l'argenterie louée, la décoration de la table, la toilette verte de madame Charigot, les 4 mètres d'autel dont les favoris trop longs trempaient dans les plats. Il en conçut de vagues terreurs et des doutes angoissants sur la bonne tenue de sa table et de sa femme. Ce fut une minute horrible. Après quelques répliques banales et pénibles, échangées à propos de futiles actualités, la conversation se généralisa peu à peu et finalement s'établit sur ce que doit être la correction dans la vie mondaine. Tous ces pauvres diables et diablesses, tous ces pauvres bougres et bougresses, oubliant leurs propres irrégularités sociales, se montrèrent d'une sévérité étrangement implacable envers les personnes chez qui il était permis de soupçonner non pas même des tares ou des taches, mais seulement un manquement ancien à la soumission, au respect des lois mondaines, les seules qui doivent être obéies. Vivant en quelque sorte hors leur idéal social, rejetés pour ainsi dire en marge de cette existence dont ils honoraient comme une religion la correction et la régularité perdues. Ils s'imaginaient sans doute y entrer en chassant les autres. Le comique de tout cela était vraiment intense et savoureux. De l'univers ils firent 2 grandes parts. D'un côté, ce qui est régulier, de l'autre, ce qui ne l'est pas. Ici, les gens que l'on peut recevoir, là, les gens que l'on ne peut pas recevoir. Et ces 2 grandes parts devinrent bientôt des morceaux, et les morceaux de menues tranches, lesquels se subdivisèrent à l'infini. Il y avait ceux chez qui l'on peut dîner, et aussi chez qui l'on peut aller seulement en soirée. Ceux chez qui l'on ne peut dîner et où l'on peut aller en soirée, ceux que l'on peut recevoir à sa table et ceux à qui l'on ne permet, et encore, dans de certaines circonstances parfaitement déterminées, que l'entrée de son salon. Il y avait aussi ceux chez qui l'on ne peut dîner et qu'on ne doit pas recevoir chez soi, et ceux que l'on peut recevoir chez soi et chez qui l'on ne peut dîner. Ceux que l'on peut recevoir à déjeuner et jamais à dîner, et ceux chez qui l'on peut dîner à la campagne et jamais à Paris, etc. Tout cela appuyé d'exemples démonstratifs et péremptoires, illustrés de noms connus. La nuance, disait le vicomte La Hiraye, sportman, clubman, joueur et tricheur. Tout est là. C'est par la stricte observance de la nuance qu'un homme est vraiment du monde ou qu'il n'en est pas. Jamais, je crois, je n'ai entendu des choses si tristes. En les écoutant, j'avais véritablement pitié de ces malheureux.
Charigot ne mangeait point, ne buvait point, ne disait rien. Bien qu'il ne fût guère à la conversation, il en sentait tout de même comme un poids sur son crâne, la sottise énorme et sinistre. Impatient, fiévreux, très pâle, il surveillait le service, cherchait à surprendre sur le visage de ses invités des impressions favorables ou ironiques, et machinalement, avec des mouvements de plus en plus accélérés, il roulait, malgré les avertissements de sa femme, de grosses boulettes de mie de pain entre ses doigts. Aux questions qu'on lui adressait, il répondait d'une voix effarée, distraite, lointaine. Certainement, certainement, certainement. En face de lui, très raide dans sa robe verte, où rutilaient des perles d'acier vert, d'un éclat phosphorique, une aigrette de plumes rouges dans les cheveux, madame Charigot se penchait à la droite, se penchait à gauche, et souriait, sans jamais une parole, d'un sourire si éternellement immobile qu'il semblait peint sur ses lèvres. Quelle grue, se disait Charigot, quelle femme stupide et ridicule. Et quelle toilette de chienlit. À cause d'elle, demain, nous serons la risée de tout Paris. Et de son côté, madame Charigot, sous l'immobilité de son sourire, songeait: quel idiot, ce Victor! En a-t-il une mauvaise tenue? Et on nous arrangera demain avec ses boulettes. La discussion mondaine épuisée, on en vint, après une courte digression sur l'amour, à parler bibelots anciens. C'est là où triomphait toujours le jeune Lucien Sartory, qui en possédait d'admirables. Il avait la réputation d'être un collectionneur très habile, très heureux. Ses vitrines étaient célèbres. « Mais où trouvez-vous toutes ces merveilles » demanda madame de Rambure. « À Versailles, » répondit Sartory, « chez de poétiques douairières et de sentimentales chanoinesses. On n'imagine pas ce qu'il y a de trésors cachés chez ces vieilles dames. » Madame de Rambure insista. Pour les décider à vous les vendre, que leur faites-vous donc? Cynique et joli, cambrant son buste mince, il répliqua avec le visible désir d'étonner: je leur fais la cour, et ensuite je me livre sur elles à des pratiques antinaturelles. On se récria sur l'audace du propos, mais comme on pardonnait tout à Sartory, chacun prit le parti d'en rire. Qu'appelez-vous des pratiques antinaturelles? Interrogea sur un ton dont l'ironie s'aggravait d'une intention polissonne, un peu lourde, la baronne Goldstein, qui se plaisait aux situations scabreuses. Mais sur un regard de Kimberly, Lucien Sartory s'était tu. Ce fut Maurice Fernancourt qui, se penchant sur la baronne, dit gravement: cela dépend de quel côté Sartory place la nature. Toutes les figures s'éclairèrent d'une gaieté nouvelle. Enhardie par ce succès, madame Charigot, interpellant directement Sartory qui protestait avec des gestes charmants, s'écria d'une voix forte: « Alors, c'est vrai, vous en êtes donc ?» Ces paroles firent l'effet d'une douche glacée. La comtesse Fergus agita vivement son éventail. Chacun se regarda avec des airs gênés, scandalisés, où perçait néanmoins d'irrésistibles envies de rire. Les deux poings sur la table, les lèvres serrées, plus pâle avec une sueur au front, Charigot roulait avec fureur des boulettes de mie de pain et des yeux comiquement hagards. Je ne sais ce qui fût arrivé si Kimberly, profitant de ce moment difficile et de ce dangereux silence, n'avait raconté son dernier voyage à Londres. Oui, dit-il, j'ai passé à Londres 8 jours enivrants, et j'ai assisté, mesdames, à une chose unique, un dîner rituel que le grand poète John Giotto Farfadetti offrait à quelques amis pour célébrer ses fiançailles avec la femme de son cher Frédéric Ossian Pingleton. Ce dut être exquis, minauda la comtesse Fergus. Vous n'imaginez pas, répondit Kimberly, dont le regard, les gestes et même l'orchidée qui fleurissait la boutonnière de son habit exprimèrent la plus ardente extase. Et il continua.
Figurez-vous, ma chère amie, dans une grande salle que décorent sur les murs bleus, à peine bleus, des pans blancs et des pans d'or. Figurez-vous une table de jade, d'un ovale inconcevable et délicieux. Sur la table, quelques coupes où s'harmonisent des bonbons jaunes et des bonbons mauves, et au milieu, une vasque de cristal rose remplie de confiture Canaque. Et rien de plus. À tour de rôle, drapés en de longues robes blanches, nous passions lentement devant la table et nous prenions à la pointe de nos couteaux d'or un peu de ces confitures mystérieuses que nous portions ensuite à nos lèvres. Et rien de plus. Oh, je trouve ça émouvant, soupira la comtesse, tellement émouvant. Vous n'imaginez pas, mais le plus émouvant, ce qui véritablement transforma cette émotion en un déchirement douloureux de nos âmes, ce fut lorsque Frédéric Ossian Pingleton chanta le poème des fiançailles de sa femme et de son ami. Je ne sais rien de plus tragiquement, de plus surhumainement beau. Oh, je vous en prie, supplia la comtesse Fergus. Redites-nous ce prodigieux poème, Kimberly. Le poème, hélas, je ne le puis. Je ne saurais que vous en donner l'essence. C'est cela, l'essence. Malgré ces mœurs où elle n'avait rien à voir et rien à faire, Kimberly enthousiasmait follement les femmes, car il avait la spécialité des subtils récits de péché et des sensations extraordinaires. Tout d'un coup un frémissement courut autour de la table, et les fleurs elles-mêmes, et les bijoux sur les chairs, et les cristaux sur la nappe prirent des attitudes en harmonie avec l'état des âmes. Charigot sentait sa raison fuir. Il crut qu'il était tombé subitement dans une maison de fous. Pourtant, à force de volonté, il put encore sourire et dire « Mais certainement, certainement !» Les maîtres d'hôtel achevaient de passer quelque chose qui ressemblait à un jambon, et d'où s'échappaient dans un flot de crème jaune des cerises pareilles à des larves rouges. Quant à la comtesse Fergus, à demi pâmée, elle était déjà partie pour les régions extraterrestres. Kimberly commença. Frédéric Ossian Pingleton et son ami John Giotto Farfadetti achevaient dans l'atelier commun la tâche quotidienne. L'un était le grand peintre, l'autre le grand poète. Le premier court et replet, le second maigre et long. Tous les deux également vêtus de robes de bure, également coiffés de bonnets florentins, tous les deux également neurasthéniques, car ils avaient, dans des corps différents, des âmes pareilles et des esprits lilialement jumeaux. John Giotto Farfadetti chantait en ses vers les merveilleux symboles que son ami Frédéric Ossian Pingleton peignait sur ses toiles, si bien que la gloire du poète était inséparable de celle du peintre, et qu'on avait fini par confondre les deux œuvres et leurs deux immortels génies dans une même adoration. Kimberley prit un temps. Le silence était religieux. Quelque chose de sacré planait au-dessus de la table. Il poursuivit. Le jour baissait. Un crépuscule très doux enveloppait l'atelier d'une pâleur d'ombre fluide et lunaire. À peine si l'on distinguait encore, sur les murs mauves, les longues, les souples, les ondulantes algues d'or qui semblaient remuer sous la vibration d'on ne savait quelle eau magique et profonde. John Giotto Farfadetti referma l'espèce d'antiphonaire sur le vélin duquel, avec un roseau de Perse, il écrivait, il burinait plutôt ses éternels poèmes. Frédéric Ossian Pingleton retourna contre une draperie son chevalet en forme de lyre, posa sur un meuble fragile sa palette en forme de harpe, et tous les deux, en face l'un de l'autre, ils s'étendirent, avec des poses augustes et fatiguées, sur une triple rangée de coussins couleur de fucus au fond de la mer. Hum, fit madame Tiercelet dans une petite toux avertisseuse. Non, pas du tout, rassura Kimberly.
Ce n'est pas ce que vous pensez. Et il continua. Au centre de l'atelier, d'un bassin de marbre où baignaient des pétales de rose, un parfum violent montait. Et sur une petite table, des narcisses à très longues tiges mouraient, comme des âmes, dans un vase étroit, dont le col s'ouvrait en calice de lys, étrangement vert et pervers. Inoubliable, frissonna la comtesse d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. Et Kimberley, sans s'arrêter, narrait toujours. Au dehors, la rue se faisait plus silencieuse, parce que déserte. De la Tamise venaient, assourdies par la distance, les voix éperdues des sirènes, les voix haletantes des chaudières marines. C'était l'heure où les deux amis, en proie au songe, se taisaient ineffablement. « Oh, je les vois si bien !» admira madame Tiercelet. « Et c'est ineffablement, comme il est évocateur !» applaudit la comtesse Fergus. « Est tellement pur !» Kimberly profita de ces interruptions flatteuses pour avaler une gorgée de champagne. Puis, sentant autour de lui plus d'attention passionnée, il répéta. Se taisait ineffablement. Mais ce soir-là, John Giotto Farfadetti murmura « J'ai dans le cœur une fleur empoisonnée ». À quoi Frédéric Ossian Pingleton répondit « Ce soir, un oiseau triste a chanté dans mon cœur ». L'atelier parut s'émouvoir de cet insolite colloque. Sur le mur mauve qui de plus en plus se décolorait, des algues d'or s'éployèrent, on eût dit se rétrécir, s'éployèrent, se rétrécir encore, selon des rythmes nouveaux, d'une ondulation inhabituelle, car il est certain que l'âme des hommes communique à l'âme des choses, ses troubles, ses passions, ses ferveurs, ses péchés, sa vie. Comme c'est vrai! Ce cri sorti de plusieurs bouches n'empêcha point Kimberly de poursuivre un récit qui désormais allait se dérouler dans l'émotion silencieuse des auditeurs. Sa voix devint seulement plus mystérieuse. Cette minute de silence fut poignante et tragique. « Oh, mon ami, supplia John Giotto Farfadetti, toi qui m'as tout donné, toi de qui l'âme est si merveilleusement jumelle de la mienne, il faut que tu me donnes quelque chose de toi que je n'ai pas eu encore et dont je meurs de ne l'avoir point. »« Est-ce donc ma vie que tu demandes ?» interrogea le peintre. « Elle est à toi, tu peux la prendre. »« Non, ce n'est pas ta vie, c'est plus que ta vie, ta femme. »« Botticellina » cria le poète. « Oui, Botticellina, Botticellinetta, la chair de ta chair, l'âme de ton âme, le rêve de ton rêve, le sommeil magique de tes douleurs. Botticellina, hélas, hélas, cela devait arriver. Tu t'es noyé en elle, elle s'est noyée en toi, comme dans un lac sans fond sous la lune. Hélas, hélas, cela devait arriver. » Deux larmes phosphorescentes dans la pénombre coulèrent des yeux du peintre, et le poète répondit « Écoute-moi, ô mon ami, j'aime Botticellina, et Botticellina m'aime, et nous mourrons tous les deux de nous aimer, et de ne pas oser nous le dire, et de ne pas oser nous joindre. » Nous sommes, elle et moi, deux tronçons anciennement séparés, d'un même être vivant qui, depuis 2000 ans peut-être, se cherche, s'appelle et se retrouve enfin aujourd'hui. Oh, mon cher Pingleton, la vie inconnue a de ces fatalités étranges, terribles et délicieuses. Fut-il jamais un plus splendide poème que celui que nous vivons ce soir? Mais le peintre répétait toujours d'une voix de plus en plus douloureuse ce cri « Botticellina, Botticellina !» Il se leva de la triple rangée de coussins sur laquelle il était étendu et marcha dans l'atelier, fiévreusement. Après quelques minutes d'anxieuse agitation, il dit « Botticellina était mienne. Faudra-t-il donc qu'elle soit désormais tienne ? Elle sera nôtre !» répliqua le poète impérieusement.
car Dieu t'a élu pour être le point de suture de cette âme étronçonnée, qui elle et qui est moi. Sinon, Botticellina possède la perle magique qui dissipe les songes, moi le poignard qui délivre des chaînes corporelles. Si tu refuses, nous nous aimerons dans la mort. Et il ajouta d'un ton profond, qui résonna dans l'atelier comme une voix de l'abîme, ce serait plus beau encore, peut-être. Non, s'écria le peintre, vous vivrez, Botticellina sera tienne, comme elle fut mienne. Je me déchirerai la chair par lambeaux, je m'arracherai le cœur de la poitrine, je briserai contre les murs mon crâne, mais mon ami sera heureux, je puis souffrir. La souffrance est une volupté aussi. Et la plus puissante, la plus amère, la plus farouche de toutes les voluptés, s'extasia John Giotto Farfadetti. J'envie ton sort, va. Quant à moi, je crois bien que je mourrai ou de la joie de mon amour ou de la douleur de mon ami. L'heure est venue. Adieu. Il se dressa tel un archange. À ce moment, la draperie s'agita, s'ouvrit et se referma sur une illuminante apparition. C'était Botticellina drapée dans une robe flottante couleur de lune. Ses cheveux épars brillaient tout autour d'elle comme des gerbes de feu. Elle tenait à la main une clé d'or. Et l'extase était sur ses lèvres, et le ciel de la nuit dans ses yeux. John Giotto se précipita et disparut derrière la draperie. Alors Frédéric Ossian Pendleton se recoucha sur la triple rangée de coussins, couleur de fucus au fond de la mer, et tandis qu'il s'enfonçait les ongles dans la chair, que le sang ruisselait de lui comme d'une fontaine, les algues d'or frémirent doucement, à peine visibles, sur le mur qui peu à peu s'enduisait de ténèbres. Et la palette en forme de harpe et le chevalet en forme de lyre résonnèrent longtemps en chants nuptiaux. Kimberly se tut quelques instants. Puis, durant que l'émotion autour de la table étranglait les gorges et serrait les cœurs, « Voici pourquoi, acheva-t-il, j'ai trempé la pointe de mon couteau d'or dans des confitures que préparèrent les vierges Canaques en l'honneur de fiançailles telles que notre siècle, ignorant de la beauté, n'en connut jamais de si magnifiques. » Le dîner était terminé. On se leva de table dans un silence religieux, mais tout plein de frémissements. Au salon, Kimberly fut très entourée, très félicitée. Tous les regards des femmes convergeaient, rayonnaient vers sa face peinte et lui faisaient comme un halo d'extase. « Oh, je voudrais tellement avoir mon portrait par Frédéric Ossian Pendleton !» s'écria fervement madame de Rambure. « Je donnerais tout pour un tel bonheur. » « Hélas, madame, répondit Kimberley, depuis cet événement douloureux et sublime que j'ai compté, il est arrivé que Frédéric Ossian Pendleton ne veut plus, si charmant qu'il soit, peindre des visages humains. Il ne peint que des âmes. »« Comme il a raison. J'aimerais tellement être peinte en âme. »« De quel sexe ?» demanda sur un ton légèrement sarcastique Maurice Fernancourt, visiblement jaloux du succès de Kimberly. Celui-ci dit simplement « Les âmes n'ont pas de sexe, mon cher Maurice. Elles ont du poil aux pattes. » chuchota Victor Charigot très bas, de façon à n'être entendu que du romancier psychologue à qui il offrait en ce moment un cigare. Et l'entraînant dans le fumoir, « Ah, mon vieux, souffla-t-il, je voudrais pouvoir crier des ordures à plein poumon devant tous ces gens-là. J'en ai assez de leurs âmes, de leurs amours verts et pervers, de leurs confitures magiques. Oui, oui, dire des grossièretés, se barbouiller de bonne boue bien fétide et bien noire pendant un quart d'heure. Ah, comme ce serait exquis et reposant, et comme cela me soulagerait de tous ces lys nauséeux qu'ils m'ont mis dans le cœur. Et toi ?» Mais la secousse avait été trop forte, et l'impression restait du récit de Kimberly. On ne pouvait plus s'intéresser aux choses vulgaires, terrestres, aux discussions mondaines, esthétiques, passionnelles. Le vicomte Lahiret lui-même, clubman, sportman, joueur et tricheur, sentait qu'il lui poussait partout des ailes. Chacun avait besoin de recueillement, de solitude, de prolonger le rêve, de le réaliser.
en dépit des efforts de Kimberley qui allait de l'une à l'autre demandant « Avez-vous bu du lait de Marthe Zibline ?»« Ah, buvez du lait de Marthe Zibline, c'est tellement ravissant !» La conversation ne put être reprise, si bien que l'un après l'autre, les invités s'excusèrent, s'esquivèrent. À 11 heures, tout le monde était parti. Quand ils se retrouvèrent en face l'un de l'autre, seuls, monsieur et madame se regardèrent longtemps, fixement, hostilement, avant d'échanger leurs impressions. Pour un joli ratage, tu sais, c'est un joli ratage, exprima monsieur. C'est de ta faute, reprocha aigrement madame. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, de ta faute. Tu ne t'es occupé de rien. Tu n'as fait que rouler de sales boulettes de pain entre tes gros doigts. On ne pouvait pas te dire une parole. Ce que tu étais ridicule. C'est honteux. Eh bien, je te conseille de parler, riposta monsieur. Et ta toilette verte, et tes sourires, et tes gaffes avec Sartori. C'est moi, peut-être? Moi aussi, sans doute, qui raconte la douleur de Pingleton. Moi qui mange des confitures Canaque, moi qui peins des âmes, moi qui suis pédéraste et liliale. Tu n'es même pas capable de l'être, cria madame au comble de l'exaspération. Ils s'injurièrent longtemps. Et madame, après avoir rangé l'argenterie et les bouteilles entamées dans le buffet, prit le parti de se retirer en sa chambre où elle s'enferma. Monsieur continua de rôder à travers l'hôtel dans un état d'agitation extrême. Tout d'un coup, m'ayant aperçu dans la salle à manger, où je remettais un peu d'ordre, il vint à moi et, me prenant par la taille, « Célestine, me dit-il, veux-tu être bien gentille avec moi? Veux-tu me faire un grand, grand plaisir? » Oui, monsieur. Eh bien, mon enfant, crie-moi en pleine figure 10 fois, 20 fois, 100 fois, merde! Oh, monsieur, quelle drôle d'idée! Je n'oserais jamais. Ose, Célestine, ose, je t'en supplie. Et quand j'eus fait au milieu de nos rires ce qu'il me demandait, ah, Célestine, tu ne sais pas le bien, tu ne sais pas la joie immense que tu me procures. Et puis voir une femme qui ne soit pas une âme, toucher une femme qui ne soit pas un lys, embrasse-moi. Si je m'attendais à celle-là, par exemple. Mais le lendemain, lorsqu'ils lurent dans le Figaro un article où l'on célébrait pompeusement leur dîner, leur élégance, leur goût, leur esprit, leurs relations, ils oublièrent tout et ne parlèrent plus que de leur grand succès. Et leurs âmes appareilla vers de plus illustres conquêtes et de plus somptueux snobisme. « Quelle femme charmante que la comtesse Fergus !» dit madame au déjeuner en finissant les restes. « Et quelle âme !» appuya monsieur. « Et Kimberly, crois-tu? En voilà un causeur épatant et si exquis de manière. On a tort de le blaguer, après tout son vice ne regarde personne, nous n'avons rien à y voir. Bien sûr. » Indulgente, elle ajouta. « Ah, s'il fallait éplucher tout le monde !» Et toute la journée, dans la lingerie, je me suis amusée à évoquer les histoires drôles de cette maison. Et la fureur de réclame qui, depuis ce jour-là, prit madame jusqu'à se prostituer à tous les sales journalistes qui lui promettaient un article sur les livres de son mari ou un mot sur ses toilettes et sur son salon. Et la complaisance de monsieur qui n'ignorait rien de ces turpitudes et laissait faire. Avec un cynisme admirable, il disait « C'est toujours moins cher qu'au bureau ?» Monsieur, de son côté, était tombé au plus bas degré de l'inconscience et de la vileté. Il appelait cela de la politique de salon et de la diplomatie mondaine. Je vais écrire à Paris pour qu'on m'envoie le nouveau volume de mon ancien maître. Mais ce qu'il doit être mouche dans le fond.